Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le lundi 25 mai 2026 et notre cher ami, notre très cher ami, Larry Johnson est avec nous. Bienvenue à nouveau, Larry. Salut, aujourd'hui je fais du George Galloway. J'ai mis le chapeau. Larry, on va commencer. Vérifie les niveaux du micro, s'il te plaît, parce que j'essaie parfois de le faire moi-même et, tu vois, on ne sait pas toujours ce qui se passe avec le programme. Normalement, ça équilibre le niveau du micro, mais parfois ça marche pas. Vérifie ça, d'accord? Le son est bon ou pas? Ouais, c'est bon. Ça va. Très bien. Alors, Larry, je voudrais commencer par la dernière nouvelle, la délégation iranienne. Le président du Parlement, le gouverneur de la Banque centrale d'Iran et le ministre des Affaires étrangères sont au Qatar. C'est à propos des avoirs iraniens gelés. Qu'est-ce qu'on en sait? Et Donald Trump a publié un très long message sur son réseau Truth Social. Je ne sais pas, il nous racontait une énorme histoire sur à quel point cet accord est incroyable et que c'est lui qui le conclut. Certains pays ne sont pas contents de ça. D'autres en font partie. Et l'une des choses étonnantes qu'il a mentionnées, c'est que l'Iran ferait partie des accords d'Abraham. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Ce type est en train de tout perdre. Quelle est, selon vous, la situation actuelle entre l'Iran et les États-Unis? On parlera d'autres sujets, mais concernant cet accord, concernant les négociations entre l'Iran et les États-Unis, qu'est-ce qui se passe? L'Iran participe aux négociations, mais ce sont les États-Unis qui négocient contre eux-mêmes. C'est bien là le problème, parce qu'il y a ce lobby sioniste qui devient complètement fou. Quand l'information a fuité samedi, et que j'en ai parlé hier soir, la réaction a été très négative, partout. Donc Trump a vraiment du mal sur ce dossier. En plus, le cabinet israélien n'est pas du tout coopératif. Ils ne se disent pas « Ah, super, c'est une bonne nouvelle ». Non, ils sont contre. Moi, je pense que Trump essaie juste de gagner du temps jusqu'à la fin de l'Aïd, et qu'après, il va attaquer de nouveau. C'est insensé. Et puis tu vois, la façon dont les médias présentent les choses, un moment, on a l'impression que l'Iran devra attendre avant d'obtenir la levée des sanctions. Et l'instant d'après, on entend que cette levée est imminente. Les avoirs vont être gelés ou dégelés. Non, ils vont rester gelés. Yves Smith m'a fait remarquer quelque chose que j'avais négligé. Et je pense qu'elle a tout à fait raison. Trump n'a pas, à lui seul, les moyens de lever toutes les sanctions, parce qu'une partie de ces sanctions a été imposée par des lois votées au Congrès. Donc Trump ne peut pas simplement dire « Bon, tant pis, je ne vais pas suivre ça ». Il devra obtenir l'accord du Congrès pour lever ces sanctions. Ce processus est donc bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ce qui est certain, c'est qu'au moins l'Iran sait ce qu'il veut et qu'il va rester ferme sur ses positions fondamentales. Il va insister sur la levée des sanctions et sur le retour des avoirs gelés. Et si, dans la mesure où Doha, je ne savais pas que Doha pouvait être impliqué là-dedans, sur les sanctions, tu sais, le gel des avoirs. L'autre endroit où il faudrait regarder, ce serait Dubaï, aux Émirats arabes unis. Je suis sûr qu'ils détiennent une quantité importante d'avoirs iraniens potentiellement gelés. Donc tu vois, je pense que c'est juste une accalmie, malheureusement. Je ne vois pas, il n'y a pas aux États-Unis l'élan politique pour dire « arrêtons la guerre, trouvons une solution ». L'idée reste la même. L'Iran doit faire exactement ce qu'on lui dit. Sinon, c'est toujours cette mentalité-là. Tant que cette attitude ne change pas, je ne vois pas de changement de fond à venir, surtout avec ces pays qui ont signé les accords d'Abraham. Ça n'arrivera pas. Les Israéliens se sont montrés bien trop brutaux. Et vous savez, en ce moment, en Israël, ils se disputent entre eux. Vous savez, juste cette nuit, Ben Gvir insiste
pour qu'il commence à faire sauter tous les bâtiments au Liban. Et quand Bibi Netanyahou trouve que c'est trop extrême, ça montre à quel point la situation est devenue folle. Apparemment, Netanyahou a répliqué en disant « Non, on ne va pas faire ça ». Mon Dieu, il aurait donc fini par trouver une conscience. Bref, c'est le désordre total. Et puis, c'est encore de la manipulation des marchés. Les marchés ouverts, pas aux États-Unis aujourd'hui, parce que c'est le Memorial Day, mais les autres marchés de matières premières dans le monde, eux, ont vu le prix du pétrole baisser à cause de ça. Alors, la paix serait à portée de main? Pas du tout. Mais toute cette mascarade autour de la manipulation des marchés, elle, rapporte clairement beaucoup d'argent à quelqu'un. Et il semble que les avoirs gelés au Qatar s'élèvent à environ 11 milliards de dollars. Ils sont là pour discuter de tout ça. Larry, est-ce que tu penses que la délégation qatari est allée, c'était avant hier soir, en Iran, pour parler avec les Iraniens? Est-ce que ça faisait partie de cette négociation sur les avoirs iraniens gelés? Ou est-ce que c'était autre chose? Non, je pense que c'est quelque chose de plus profond que ça. Le Pakistan travaille activement, en coulisses, pour aider la Chine et la Russie à mettre en place une nouvelle architecture de sécurité dans le Golfe Persique. D'après ce qu'on me dit, le Qatar et l'Arabie saoudite en ont tout simplement assez des États-Unis. Ils estiment que leur relation avec Washington leur a apporté plus de risques et plus de coûts que d'avantages. Donc ils aimeraient bien s'en détacher. Ces discussions sont déjà en cours. Qui fera quoi? Comment la sécurité de ces différents pays sera garantie? Et cela touche aussi à la sécurité économique. Il se passe donc beaucoup de choses. La bonne nouvelle, c'est qu'ils se parlent. Le simple fait qu'une délégation iranienne de haut niveau se soit rendue au Qatar pour rencontrer les dirigeants là-bas, c'est déjà significatif. Parce que le Qatar, parmi tous les pays du Golfe Persique, je pense que c'est lui qui a subi les plus gros dégâts matériels sur son infrastructure économique, bien plus que l'Arabie saoudite. Certaines installations, comme l'usine d'aluminium ou les sites de gaz naturel liquéfié, ont été gravement endommagés. Et ce n'est pas une question de quelques mois de réparation. Il leur faudra sans doute des années pour tout remettre en service. Donc, clairement, ils subissent en ce moment des pertes financières importantes. Alors, je dirais qu'il faut ignorer ce que dit Donald Trump, parce qu'il part un peu dans tous les sens et n'a pas encore de plan clair. Une minute, il veut bombarder l'Iran, et la suivante, il dit qu'il veut qu'il rejoigne les accords d'Abraham. Ce que vous avez mentionné à propos de Smotrich, il dit qu'il faut détruire 10 immeubles à Daïa, par exemple à Beyrouth, en réponse à chaque drone. Mais la vraie question c'est, qu'est-ce que ces drones font à Israël pour qu'ils réagissent avec une telle panique? 10 immeubles pour un seul drone. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, les drones du Hezbollah détruisent à la fois des chars, des véhicules blindés, et ils tuent un grand nombre de soldats. Israël subit plus de pertes dans cette guerre contre le Hezbollah qu'en 2006, et à mon avis, nettement plus. En ce qui concerne la perte de véhicules et tout le reste, je pense que ça dépasse ce qu'ils ont perdu dans les combats à Gaza. Vous savez, Israël garde toujours ces chiffres de pertes très secrets. Mais je serais prêt à dire que, en réalité, je pense que Israël a subi plus de pertes au cours de ces 6 derniers mois de combat contre le Hezbollah que pendant les 3 années précédentes à Gaza. Voici ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Il n'y a pas de péage, et il n'y en aura pas dans le détroit d'Ormuz. En revanche, les navires doivent payer une redevance pour la protection de l'environnement.
dans le cadre d'un système commun. C'est un jeu de mots. Vous appelez ça aussi des péages. Mais ce ne sont pas des péages, c'est juste des frais d'utilisation. Vous voyez, c'est comme quand vous allez à Las Vegas aujourd'hui. Vous devez payer des frais de séjour. C'est une taxe supplémentaire. Mais ils appellent ça des frais de séjour. Oui, d'ailleurs, les Chinois utilisent ce terme. Tu te souviens, avant Donald Trump, enfin, lors de la rencontre entre Donald Trump et Xi, ils avaient employé cette expression. C'est une sorte de taxe environnementale qu'on paie à l'Iran. Larry, on dirait que Donald Trump met la pression sur les pays du CCG pour qu'ils normalisent leurs relations avec Israël. Je ne sais pas si c'est possible en ce moment, parce que, tu vois, la guerre n'est pas terminée, à mon avis. Et il pourrait encore y avoir de nouvelles escalades dans la région. Et il met la pression. Si vous voulez un accord entre l'Iran et les États-Unis, vous devez améliorer ou même normaliser vos relations avec Israël, n'est-ce pas? Mais en quoi ça va aider Israël? Comment ça pourrait fonctionner? Moi, je n'y crois pas trop, parce qu'on connaît déjà leur position, même avant le début de cette guerre. Ils ont dit que sans un État palestinien, il n'y aurait aucune amélioration dans leur relation avec Israël, si tant est qu'il y en ait une, à ce stade. Eh bien, hier, ou peut-être avant-hier, quand Trump a eu cet appel avec tous les pays arabes du Golfe, la Turquie et l'Égypte, et qu'il a lancé le sujet du genre, bon, alors on signe les accords d'Abraham, hein? Il n'y a eu que le silence. Personne n'a rien dit. C'était un peu comme, « Ok, ne lui dis rien, sinon il va s'énerver, alors tais-toi. » Et lui, il a juste répondu, « Ah, intéressant. » Donc oui, ça n'arrivera pas. Le temps des accords d'Abraham est passé. Et avec le massacre de probablement plus de 100 000 Palestiniens, hommes, femmes et enfants, sans difficulté, je ne vois aucun gouvernement du Golfe, à part peut-être les Émirats arabes unis, avoir le courage politique de faire ça. Non. Si tu devais évoquer, Larry, les difficultés auxquelles on fait face en ce moment, est-ce que ça veut dire mettre fin à la guerre sur tous les fronts? Est-ce que ce serait dans le détroit ou ailleurs? Est-ce que ce serait le programme nucléaire iranien? Parce qu'aujourd'hui, ce matin, on a appris du ministère iranien des Affaires étrangères que la priorité, pour l'instant, c'est que l'Iran mette fin à la guerre sur tous les fronts. Ce qu'on sait très bien être impossible avec le gouvernement israélien, avec Benjamin Netanyahu, avec ce qu'ils font en ce moment. Ils bombardent le Liban, ils bombardent Gaza, ils frappent des gens en Cisjordanie. Oui, non. Écoutez, je pense que ça fait partie de ce qu'on peut appeler les exigences inflexibles de l'Iran. Ce n'est pas seulement une question de dire « D'accord, vous allez arrêter de nous attaquer. Vous allez arrêter d'attaquer le Liban. Vous allez arrêter d'attaquer le peuple palestinien. » Les États-Unis ont les moyens d'y mettre fin. Ils pourraient couper complètement le soutien à Israël. Mais politiquement, ça n'arrivera pas. Trump ne fera pas ça. Donc, ça veut dire que la guerre contre les Palestiniens et les Libanais va continuer. Israël pourrait peut-être réduire un peu l'intensité, mais souvenez-vous de la fanfaronnade de Trump quand il disait qu'il contrôlait Netanyahou et qu'il lui disait d'arrêter de bombarder le Liban. Bon sang, ils vont bien finir par arrêter de bombarder le Liban. Et qu'est-ce qu'Israël fait depuis? Il bombarde tous les jours au Liban. Alors vous savez, à moins que Trump ne prenne vraiment les choses au sérieux et qu'il ordonne au département de la Défense, au département d'État, de couper l'aide, de la retirer, de rapatrier les troupes, de rappeler les conseillers, là peut-être qu'Israël prêterait attention et que les États-Unis pourraient imposer un accord. Si les combats s'arrêtaient, et si les Israéliens acceptaient en gros de reconnaître un État palestinien, oui, je pense qu'un accord d'Abraham serait possible. Mais ça n'arrivera pas.
Israël, c'est des sionistes dont on parle. Vous savez, ils continuent à dire qu'ils aimeraient provoquer une nouvelle série de combats avec l'Iran, puis en profiter pour faire exploser la mosquée Al-Aqsa et en accuser l'Iran. L'idée, ce serait de déclencher une guerre entre l'Iran et le reste du monde arabo-musulman, et ensuite de dégager la voie pour qu'Israël puisse construire le troisième temple. Franchement, tout ça est complètement absurde. Je ne sais pas à quel point vous connaissez la Torah, ou l'Ancien Testament, comme l'appellent les chrétiens, mais quand les enfants d'Israël ont fui l'Égypte, on les a prévenus. Ne fabriquez pas d'images taillées, ne créez rien de matériel que vous adoriez physiquement. C'était le commandement. Et puis, quand Moïse monte pour recevoir les 10 commandements et qu'il redescend, il découvre qu'ils ont fabriqué un veau d'or et qu'ils sont en train de l'adorer. Alors il brise ce qui était en quelque sorte la version 1 des commandements et il remonte pour chercher la version 2. Mon point dans tout ça, c'est que quand on arrive au livre du Deutéronome, on lit « D'accord, vous allez construire ce temple, il aura telle soie, tout cet or, et vous allez avoir ceci, cela. » C'est plein de détails sur la fabrication d'une image taillée. Donc, comme je le disais, je dis aux Juifs et aux chrétiens, votre Dieu est sacrément confus, non? Parce que d'un côté, il dit « Ne fabriquez pas d'images taillées ». Et juste après, il passe tout un chapitre à décrire, comme dans un magazine d'architecture, comment construire ceci, décorer cela et transporter l'arche de l'Alliance. Donc au final, tout n'est qu'image taillée. Et ce qui est vraiment triste, c'est que des gens croient encore à ces absurdités et qu'à cause de ça, ils sont prêts à tuer d'autres êtres humains au nom de cette image taillée que, soi-disant, leur Dieu leur avait interdit de fabriquer. Désolé, mais ce genre de choses me rend fou, parce qu'on voit des gens sains d'esprit, rationnels, instruits, dire « Ah, le temple, vous savez, on va le reconstruire » parmi les Juifs religieux. Ils diront un truc du genre « Ah oui, on aura le temple, mec, le Messie va venir. » Et les chrétiens répondent « Oui, mais vous l'avez déjà tué une fois. Vous voulez vraiment qu'il revienne. » Voilà comment on en arrive à toutes ces croyances eschatologiques. Et les musulmans ont les leurs aussi. Moi, franchement, mon sentiment à propos de la religion, c'est que si tu crois que Dieu est le créateur de toute vie, alors respecte le fait que toutes les personnes autour de toi font aussi partie de la création de Dieu. Traite-les comme telles. D'accord? Arrêtez de vous entretuer, de vous affamer, de vous persécuter. Ça suffit. Désolé. Voilà, c'était votre petite leçon de religion pour aujourd'hui. Sorry, that's your religious lesson for today. Larry, Donald Trump a dit dans sa dernière publication que peut-être un ou deux pays ne veulent pas de cet accord entre les États-Unis et l'Iran. De quel pays parle-t-il? D'Israël et des Émirats arabes unis, en gros. Non. En fait, je pense qu'il parle plutôt de l'Iran. Iran, Je ne sais pas trop qui d'autre. Choisissez. Le Qatar, les Saoudiens. Je pense que les Saoudiens sont encore prêts à conclure un accord avec Israël. Ils n'ont jamais vraiment été un groupe de gens de principe, si on les observe au fil des années. Eh bien, encore une fois, Trump se berce d'illusions. Les éléments d'un accord existent, mais ça demanderait que les États-Unis acceptent certaines concessions que le camp sioniste ne supportera pas. Donc je ne vois pas comment ils pourraient combler cet écart. Je ne le vois pas assez fort pour leur dire « Taisez-vous, je vous ignore ». Je ne vois pas faire ça. Oui, je crois que c'est Lindsey Graham qui a dit ça. Il a publié que, quoi qu'il se passe entre l'Iran et les États-Unis, le résultat est catastrophique pour Israël. Mais il n'y a aucun moyen de changer la réalité pour Israël.
Exactement. Comment Donald Trump pourrait-il changer ça? Il n'y a aucun moyen. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, quelle serait la solution, selon des gens comme Lindsey Graham? Well, look, and that's the other element to this. People think Eh bien, c'est ça, l'autre aspect de la question. Les gens pensent que tout ça, c'est juste à cause de Bibi. Le problème, c'est Bibi Netanyahou. Si on se débarrasse de Bibi, tout irait bien, non? Mais même sans Bibi, il reste le problème du sionisme. Et les extrémistes, comme Ben Gvir ou Bezalel Smotrich, représentent malheureusement une minorité très puissante. Quand on les associe à d'autres éléments du Likoud, aux conservateurs, eh bien, ils forment encore la voix majoritaire en Israël. Donc ce n'est pas qu'on s'éloigne de l'extrémisme. Au contraire, c'est l'extrémisme qui domine. Comme je le disais, même si Bibi s'en va, les politiques, elles, ne vont pas changer de façon spectaculaire. Bibi goes away, the policies aren't going to change dramatically. The problem they have Israel has right now. Le problème qu'Israël rencontre en ce moment, ce sont ses propres limites en matière de puissance militaire. Malgré ses déclarations du type « Nous sommes les plus forts, les meilleurs de la région », je pense que, même en rappelant tous les réservistes, ils atteindraient au total 300 à 400 000 personnes. En ce moment, ils tournent avec environ 90 000 soldats actifs. Et c'est déjà difficile à tenir. En parallèle, on voit une hausse des suicides. Donc il n'y a pas seulement les traumatismes crâniens, mais aussi le fait de tuer des civils et des enfants, qui finit par peser lourd. Il y a encore beaucoup de soldats israéliens qui ont une conscience, qui savent faire la différence entre le bien et le mal. Et ces images de ce qu'ils font à ces gens les hantent. Maintenant, il y en a dans les rangs israéliens qui sont totalement inhumains. Ils s'en fichent. Ils vont violer et tuer parce qu'ils y prennent plaisir. Vous savez, je viens de voir qu'un citoyen américain était parti se battre là-bas et qu'il s'est suicidé dès son retour aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est cohérent avec ce qui est arrivé à la Wehrmacht allemande, l'armée allemande, quand elle a envahi la Pologne, puis avancé en Ukraine, en commettant ces exécutions de masse de Juifs tout au long du chemin. L'une des pressions qui ont conduit au développement, si on peut dire, des chambres à gaz et d'autres méthodes d'extermination de masse venait du fait que ces soldats faisaient des dépressions nerveuses. L'armée régulière en était affectée. Il fallait donc vraiment une armée de fanatiques prêts à se livrer à ce genre d'action. Et aujourd'hui, on observe le même type de phénomène au sein de l'armée israélienne. Elle mène en ce moment une guerre à Gaza, une autre en Cisjordanie. Même s'ils ne l'appellent pas une guerre, c'est bien ce que c'est. Et encore une autre dans le sud du Liban, où les capacités du Hezbollah se sont considérablement renforcées. L'utilisation de ces premiers drones FPV cause d'ailleurs des dégâts importants. Imaginons que Donald Trump décide de se retirer du Moyen-Orient. Où en est Israël aujourd'hui par rapport à ce que c'était avant? Et si le pays continue avec cette attitude, en attaquant le Liban, en attaquant la Syrie, en attaquant Gaza, combien de temps pourront-ils maintenir ce genre d'offensive? Non, ils ne peuvent pas le faire sans... Enfin, les États-Unis doivent être là en les soutenant pleinement. Sans le soutien américain, Israël ne peut pas tenir. C'est aussi simple que ça. Leur économie est déjà en déclin. Et ça fait 3 ans sans revenus touristiques réguliers. Vous savez, autrefois, Israël était une grande destination touristique pour beaucoup de chrétiens. Et tout ça s'est tari. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une ombre de ce que c'était. Et puis, il y a les dégâts matériels causés par les attaques de missiles. Donc, oui, il y a peut-être une reconstruction en cours, mais on entend aussi dire qu'un nombre croissant de professionnels, de scientifiques et d'autres encore quittent Israël. Ils partent ailleurs, à Chypre par exemple. Donc ils ne restent pas en Israël.
Le pays perd des compétences, non seulement à cause de la guerre, mais aussi parce que des gens choisissent de partir sur fond d'économie en déclin. Alors, si les États-Unis coupent les vivres, Israël n'a pas d'avenir. Larry, la logique, c'est que souvent, les pertes ou la souffrance après une guerre, pour les soldats, pour les troupes, sont plus importantes que pendant la guerre elle-même. Alors, comment ça va-t-il se traduire, je dirais, compte tenu de ce qui s'est passé jusqu'à présent avec Israël? Est-ce que ça va avoir un impact majeur? Je ne sais pas, une énorme influence sur l'armée israélienne. Je ne parle pas de la société, mais comment ça va se passer? Comment l'armée va-t-elle être influencée par la guerre sur ce plan-là? Parce que on sait qu'il y a eu des rapports disant que l'armée israélienne s'effondrait, qu'elle avait un problème de main-d'œuvre. Mais alors, comment tout ça va-t-il affecter le corps même de l'armée en Israël? Eh bien, malgré toute la propagande occidentale, l'armée israélienne n'est pas une armée professionnelle. C'est une armée de réserve, mal commandée, mal disciplinée, et qui, à mon avis, ne mérite pas vraiment d'être qualifiée d'armée professionnelle, parce qu'elle se rend coupable d'actes criminels odieux, et ce ne sont pas des cas isolés. C'est généralisé. Et vous savez, on en arrive même au viol et à l'humiliation de prisonniers. Alors vous savez, la Convention de Genève a été créée, voilà j'y arrive, après la Seconde Guerre mondiale, pour essayer de corriger et de prévenir les horreurs qui s'étaient produites pendant cette guerre. L'extermination massive de populations, le nombre d'actes criminels commis contre des civils. L'idée, c'était d'assurer une certaine protection des civils, d'instaurer un minimum d'état de droit. Eh bien, on est en train de la détruire. La Convention de Genève, en gros, a été détruite. Et cette destruction s'est faite au fil des 10 dernières années, probablement depuis le Donbass, où les forces ukrainiennes ont, vous savez, tué des civils en Crimée, à Odessa en particulier, puis ont continué à bombarder et à pilonner des civils à Louhansk et à Donetsk. Et ça continue. Regardez les États-Unis. On tue. On voit quelqu'un dans un bateau dans les Caraïbes, on dit « Ah, c'est un trafiquant de drogue ». On le fait exploser. On le tue. Sans procès, sans procédure. D'un point de vue du droit international, ces gens-là ne représentent aucune menace imminente. Et pourtant, on dit qu'on va les tuer. Donc, ce n'est pas que je veuille pointer du doigt Israël et faire comme si Israël était le seul méchant dans l'histoire. Franchement, les États-Unis sont les pires si on regarde ce qu'on fait. Et on enveloppe toujours ça d'un manteau de morale, comme si, vous voyez, on était tellement meilleurs, des êtres éclairés, qui savent ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est sacré. Et pourtant, on a malheureusement un lourd passé, avec bien trop de civils tués. Alors, le droit international, on l'a mis de côté. Et Israël, comme l'a reconnu son chef de la défense devant l'équipe de sécurité nationale israélienne il y a environ 5 semaines, c'est ce qu'ont rapporté Alastair Crooke et sa femme Aisling, il a dit, en gros, on ne peut pas continuer comme ça. On est à bout. Et c'est vrai, ils le sont. Mais depuis, il n'y a eu aucun signe, aucun geste montrant qu'ils cherchent une autre voie. Voici Ben Gurion. Il dit qu'Israël ne doit pas normaliser la réalité des drones explosifs. Le moment est venu pour le Premier ministre de taper du poing sur la table de Trump et de lui dire qu'Israël retourne en guerre au Liban. Il faut couper l'électricité libanaise, s'emparer de la zone de Zahani et la reprendre. En gros, il dit qu'il faut relancer la guerre, qu'on a une guerre totale et qu'il faut la recommencer à cause des drones. Et est-ce que ça va faire partie de... Enfin, parce qu'en ce moment, les deux camps négocient. On a l'impression qu'Israël se dirige tout droit
vers une attaque massive contre le Liban, juste pour tout faire échouer. Oui. Yeah, Allez-y. Je ne sais pas ce que Donald Trump ferait. On n'a pas vraiment vu ce genre de fermeté envers Israël de la part de son administration. well, it's all predicated. Tout ça repose sur la déshumanisation du Hezbollah, la déshumanisation du peuple libanais, la déshumanisation des Palestiniens. Tant qu'on ne les considère plus vraiment comme des êtres humains, mais simplement comme des terroristes, alors on se sent autorisé à leur faire tout ce qu'on veut. C'est pour ça que j'ai écrit, il y a quelques jours, après avoir regardé ce débat qui a eu lieu mercredi dernier, entre John Mearsheimer et Stephen Walt, d'un côté, et notre propre version de Ben Gvir, Mike Pompeo de l'autre. Vous savez, Pompeo, avant, il était gros comme Ben Gvir, mais maintenant il a un peu fondu. Bon, à mes yeux, ça reste un fanatique haineux, tout comme Victoria Nuland. Et pendant tout le débat, il n'a cessé de parler des milliers d'Israéliens qui auraient été tués par le Hezbollah. Alors je me suis dit, ça ne sonne pas juste ça. Allons vérifier les vrais chiffres. That doesn't sound right. Let's get the actual numbers. The actual numbers are fewer than since 1982. En réalité, depuis 1982, si on parle des attaques du Hezbollah, moins de 1000 Israéliens ont été tués par le Hezbollah. Mais en revanche, Israël a tué, même en restant prudent, plus de 92 000 Palestiniens dans le monde. Alors certains disent, non, ils en ont tué bien plus à Gaza. Moi je dis, prenons les chiffres que les forces de défense israéliennes elles-mêmes reconnaissent, autour de 72-73 000. Je suis d'accord, je pense que le chiffre réel est bien plus élevé. Mais au moins, on peut s'accorder sur un point. Même les Israéliens admettent avoir tué près de 100 000 Palestiniens au cours des 44 dernières années, depuis 1982. Ça veut dire que pour chaque Israélien tué, il y a 100 Palestiniens morts. Et puis, vous savez, Mike Pompeo voulait traiter le Hezbollah de monstre. Regardez les chiffres. Qui est le monstre, au juste? C'est clair. Ceux qui tuent le plus de gens, ce sont eux les monstres. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de compliquer les choses. Very simple. We don't need to make this complicated. Voilà ce que CNN vient de rapporter, Larry. L'Arabie saoudite rejette la demande de normalisation de Trump et insiste sur la création d'un État palestinien. Et c'est justement ce dont on parlait à l'instant. Je ne vois pas l'Arabie saoudite aller dans cette direction. Ils savent très bien ce qui s'est passé jusqu'ici. Ils ont tout sacrifié. Ils ont participé, ils ont aidé Israël et les États-Unis dans cette guerre contre l'Iran. Et franchement, je n'y crois pas, parce que s'ils le faisaient, la population, l'opinion publique, les écraserait, à mon avis. Yeah, it blew up in their face. They had Oui, ça leur a complètement explosé à la figure. Je n'ai aucun doute que Mohammed Ben Salman disait en privé à Trump, « Oui, d'accord, on est avec toi. Vas-y, attaque l'Iran, débarrasse-toi des mollahs, et tout ira bien. » Je pense que, le 27 février, il n'y avait pas un seul dirigeant du Golfe Persique qui croyait que l'Iran pourrait résister à une attaque totale des États-Unis et d'Israël. Je ne crois pas qu'ils mesuraient vraiment les chances de réussite d'une frappe de décapitation. Mais je pense qu'ils partaient presque tous du principe que ce serait la fin de l'Iran. Et quand ça ne s'est pas produit, l'Iran a tout de suite riposté. Il a commencé à attaquer les infrastructures militaires américaines en Arabie saoudite, au Qatar, à Bahreïn, au Koweït, aux Émirats arabes unis. Là, pour les pays du Golfe, ça a été un vrai choc. Ils se sont dit, bon sang, les États-Unis avaient promis de nous protéger. Et cette protection, elle en est où? Eh bien, elle n'existe pas. Je pense qu'aujourd'hui, les Saoudiens ont compris qu'être alignés sur les États-Unis, ce n'est pas un avantage net. C'est même l'inverse. Et l'offre qui leur est faite par la Russie et la Chine, avec le Pakistan en première ligne pour la présenter, à mon avis, c'est quelque chose de vraiment important.
En fait, on m'a dit, j'ai appris hier, que le Pakistan aurait proposé un accord nucléaire avec les Saoudiens pour protéger l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite serait donc placée sous le parapluie nucléaire du Pakistan, ce qui pourrait être dirigé contre Israël. Oui, j'en parlais avec quelqu'un et j'ai demandé pourquoi les Saoudiens auraient-ils besoin de ça? Qui possède une arme nucléaire susceptible de les attaquer? Et là j'ai dit, sérieusement, tu poses vraiment la question. Voyons, ça commence par un I. Oui, Israël. Donc maintenant, les Saoudiens ont un parapluie nucléaire garanti contre Israël. Les Saoudiens font savoir aux Israéliens, si vous nous attaquez, vous recevrez une frappe nucléaire du Pakistan. Et ça donne aux Israéliens une nouvelle source d'inquiétude. Larry, comment définirais-tu le rôle du Pakistan? On sait qu'ils entretiennent de bonnes relations avec les États-Unis, avec la Chine, avec l'Iran. Alors, comment juges-tu leur politique étrangère jusqu'à présent? En ce moment, ils sont en Chine pour discuter de ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Je suppose que la Chine est au courant de tout, de chaque aspect des discussions. Oui, alors le Pakistan et l'Iran ont, disons, au moins un intérêt commun à contrôler les Baloutches. C'est un point que j'ai déjà soulevé dans plusieurs commentaires hier, et je veux le redire ici. Il y a 2 jours, il y a eu une attaque terroriste au Pakistan contre un train de passagers. Au moins 24 personnes ont été tuées. Au début, j'avais entendu dire une centaine, mais c'est au moins 24, et beaucoup d'autres ont été blessés. L'attaque a été revendiquée par l'Armée de libération du Baloutchistan, la BLA. Alors, quel pays dans le monde a entretenu une relation secrète de renseignement avec des groupes indépendantistes baloutches? Ça remonte à, disons, 46 ou 47 ans. Ce pays, c'est Israël. Et l'un des complots israéliens a été révélé il y a quelques années, quand 2 agents du Mossad, des officiers du renseignement, sont entrés au Baloutchistan en se faisant passer pour des agents de la CIA américaine, en se promenant avec de l'argent. Et ils ont recruté toutes ces personnes pour mener des attentats terroristes en Iran. Mais en réalité, ils les utilisaient. Ces Baloutches pensaient qu'ils travaillaient pour les Américains. Quand ça a été révélé, ça a fait pas mal de bruit. Il y a eu beaucoup de réactions. Vous pensez vraiment que l'attentat terroriste qui a eu lieu il y a 36 heures au Pakistan est une simple coïncidence? Je veux dire, regardez, le Pakistan joue maintenant un rôle central dans les négociations pour une nouvelle architecture de sécurité dans la région. Et comme par hasard, ce groupe Baloutch mène une attaque terroriste à l'intérieur du Pakistan contre des Pakistanais. Moi, je n'y crois pas. Je pense que ce groupe agissait de concert avec les services de renseignement israéliens. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça, comme un avertissement adressé au Pakistan. Continuez dans cette voie. Nyanarat. On ne peut pas nier que l'actuel chef de l'armée pakistanaise a en quelque sorte été aidé à prendre ses fonctions et que la destitution d'Imran Khan s'est faite avec l'appui des États-Unis. Donc à ce niveau-là, le Pakistan a bien une alliance avec les États-Unis, mais son alliance avec la Chine est plus forte. Le pays a une longue histoire de coopération avec les États-Unis sur des questions de renseignement. On peut remonter au vol d'avion U-2 il y a plus de 70 ans. Mais quand on parle d'alignement stratégique, d'armement ou de renseignement utilisé contre l'Inde, tout ça vient de la Chine. L'influence de la Chine au Pakistan est donc importante. Et comme le Pakistan maintient, disons, des canaux de communication ouverts avec l'Iran, il se trouve dans une position naturelle pour dialoguer avec ses partenaires sunnites, tout en partageant avec l'Iran un intérêt commun en matière de sécurité.
En fait, vous savez, cette histoire remonte à quelques années. Il y a eu des attaques contre les positions baloutches, à la fois en Iran et au Pakistan. Et apparemment, les Iraniens ont permis aux Pakistanais d'entrer en Iran pour frapper les positions baloutches. Et les Pakistanais ont laissé les Iraniens faire la même chose de leur côté, au Pakistan. Donc, en réalité, ils coordonnent une sorte d'effort de sécurité transfrontalier. Cela n'a pas pour autant fait disparaître le désir du Baloutchistan d'obtenir son indépendance. Mais au moins sur ce point, le Pakistan et l'Iran coopèrent. D'après ce que je comprends, le Pakistan aurait convaincu le Qatar et l'Arabie saoudite de prendre leur distance avec les États-Unis. Et c'est pour ça que la déclaration d'aujourd'hui de l'Arabie saoudite est aussi catégorique. Non, il n'y aura pas de normalisation avec Israël. Pas question, tant que le peuple palestinien n'aura pas son propre État et que ses droits ne seront pas garantis. Je pense que, pour la stratégie des pays du Golfe, il y a deux éléments très importants. Le premier, c'est l'attaque israélienne contre Doha. Vous vous souvenez, ils sont partis avec une quinzaine de chasseurs, ont survolé l'Arabie saoudite, frappé des cibles à Doha, puis sont revenus sans rencontrer la moindre difficulté. Et puis, il y a la guerre au Moyen-Orient entre les États-Unis et l'Iran, avec tout ce qui s'est passé autour des bases américaines. Ce sont deux facteurs essentiels dans l'esprit des dirigeants des pays du Golfe. Ils doivent trouver une forme de solution. Et vous savez, je ne sais pas si le Pakistan fera partie de cette équation. Peut-être qu'à l'avenir, il y aura une forme d'entente entre l'Iran et les pays du CCG, parce qu'ils considèrent Israël comme une menace sérieuse pour ces pays. Ce n'est pas une question d'Iran. Et je ne sais pas si l'Iran veut vraiment entrer en conflit avec eux, parce qu'ils ont été utilisés pendant la guerre pour attaquer l'Iran, pour tuer. Et beaucoup de gens, Larry, pour être honnête, quand on regarde la situation actuelle en Iran, les gens ordinaires ne veulent pas pardonner à ces pays ce qu'ils ont fait pendant cette guerre contre l'Iran. C'est la réalité de la société iranienne, indépendamment du gouvernement iranien. Oui, non, écoutez-la. Pour l'instant, on attend de voir ce qui va se passer cette semaine. Moi, je pense personnellement que la pause actuelle dans les attaques contre l'Iran est liée à l'Aïd et au pèlerinage à la Mecque. Parce que les Saoudiens, et même, je crois, les plus extrêmes dans l'administration Trump, comprennent que s'ils lançaient des attaques maintenant contre l'Iran, en utilisant l'espace aérien ou les moyens saoudiens, l'Iran riposterait d'une manière dévastatrice pour l'Arabie saoudite. Et ça ne ferait que confirmer que s'allier aux États-Unis, c'est se transformer en cible vivante. Donc Trump et son équipe ont décidé pour l'instant de ne pas passer à l'offensive. Je sais qu'il y a des soldats américains, du personnel militaire américain, qui d'habitude gèrent ce qu'on appelle des équipes d'action de crise. En ce moment, ils sont tous en gros en congé. C'est un week-end de 3 jours ici, aux États-Unis. On leur a dit, soyez prêts à revenir dans l'heure, vous devez pouvoir être rappelés à tout moment. Mais ils n'ont pas été rappelés. Donc de ce point de vue, l'armée américaine est pratiquement à l'arrêt pour le week-end du Memorial Day. La question, c'est combien de temps ça va durer? Les plans, eux, sont déjà prêts. Ils savent quels objectifs ils veulent frapper et comment ils comptent le faire. Le vrai problème, c'est de savoir s'ils pourront obtenir les droits de survol de l'Arabie saoudite. Les Saoudiens sont la clé. Pensez à cette attaque contre le Qatar. Les Israéliens n'auraient pas pu faire ça sans la connaissance et la coopération de l'Arabie saoudite. Ou, pour le dire autrement, s'ils avaient survolé le territoire saoudien sans demander d'autorisation, ça aurait été une insulte supplémentaire pour les Saoudiens et une violation claire de leur souveraineté. Parce qu'il n'y a tout simplement aucun moyen d'attaquer Doha depuis Israël
sans passer par l'espace aérien saoudien. Et je crois que la distance est d'environ 1300 km, ce qui veut dire qu'il faut un KC-135 en vol pour ravitailler ces avions. Ils ne peuvent pas aller jusqu'à Doha et revenir sans ça. Non, ils doivent être ravitaillés au moins 2 fois. Comme je le disais, on n'a pas eu beaucoup de détails sur ce que l'Arabie saoudite savait, ni sur une éventuelle complicité dans cette attaque à Doha. Mais maintenant, c'est clair, ils ne veulent plus être mêlés à tout ça. Et vous savez, j'ai appris la semaine dernière que les opérations américaines de ravitaillement en vol avaient été déplacées en grande partie vers le territoire irakien. L'Irak n'a pas de défense aérienne, donc on peut, en gros, y faire ce qu'on veut. Mais vous savez, on a vu, même pendant les 3 premières semaines, qu'il y a en Irak des unités soutenues par l'Iran au sol qui disposent de missiles solaires. Ils ne peuvent pas tirer et abattre un KC-135 facilement. Ils l'ont déjà fait une fois, donc en théorie, ils pourraient le refaire. Bref, il y a encore beaucoup d'inconnus à ce stade. Oui, Larry, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de l'Ukraine, mais il se passe quelque chose là-bas. La Russie est furieuse à cause de ce qui s'est passé. L'attaque contre des civils, une école, des étudiantes. Ils ont frappé le dortoir. Du lycée. C'était au lycée. Alors on a eu la riposte russe. Ils ont utilisé une bombe à ration, si je ne me trompe pas. Oui, la piste d'atterrissage aurait été utilisée sur une base aérienne militaire, au sud-ouest de Kiev. Des Iskander, des Kinzhal et d'autres missiles majeurs ont été tirés sur Kiev même, provoquant d'importants dégâts sur des bâtiments gouvernementaux et des usines. Et j'ai vu aujourd'hui que la Russie a de nouveau averti les Occidentaux, en gros, de quitter Kiev au plus vite. Je pense qu'on va maintenant assister à une offensive continue et que la capitale va devenir invivable. Les Russes, encore une fois, font attention à ne pas viser de cibles civiles. Ils veulent s'assurer de frapper des objectifs militaires. Mais cette attaque qui a eu lieu à Dakhan, c'est monstrueux. 70% des victimes étaient des filles. Les 30% restants, des jeunes hommes ou des garçons, tous âgés de moins de 18 ans. Ce n'était pas, par aucune définition, une cible militaire. Et la réaction des Russes face à ce qu'ils considèrent comme une provocation est profonde, très profonde, et ils ne comptent pas passer à autre chose. Je pense donc que la guerre en Ukraine est entrée dans une nouvelle phase, et cette phase inclut la possibilité, ou peut-être même la probabilité accrue, de frappes sur le territoire européen, dans les pays baltes, en Roumanie, en Pologne, en Allemagne. Toutes les usines, toutes les activités industrielles impliquées dans la production de drones, utilisés pour frapper à l'intérieur de la Russie, seront désormais des cibles. Je crois que cela a été clairement indiqué par, vous savez, l'ambassadeur Polyansky, le représentant de la Russie auprès de l'OSCE, par le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov. Je crois que Peskov a aussi fait une déclaration et Maria Zakharova, elle a été, elle aussi, très ferme. Donc, à mon avis, quand le ministère des Affaires étrangères envoie ce genre de signal, en gros pour dire « on tourne la page, on entre dans un nouveau chapitre », eh bien, il vaut mieux prêter attention. L'Europe devient-elle plus radicale vis-à-vis de la Russie? Parce que, au début de cette guerre, tout tournait autour de l'idée que l'Ukraine gagnait, que l'Ukraine frappait la Russie, qu'elle la battait sur le champ de bataille. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Europe se radicalise, qu'elle veut faire partie du combat, qu'elle veut faire monter la tension. Je ne sais pas à quel point l'Europe est prête aujourd'hui, surtout quand on voit ce qui s'est passé au Moyen-Orient, et à quel point les stocks des États-Unis sont épuisés. On a entendu parler du système THAAD, de tout ça, des rapports.
Alors comment l'Europe va-t-elle pouvoir participer ou même intensifier la guerre contre la Russie? Eh bien, il y a clairement un décalage entre ce que disent les dirigeants et ce que dit la population. D'après les sondages, l'opinion publique n'a absolument aucun intérêt à entrer en guerre avec la Russie. Si on écoute les déclarations de Merz, de Macron, de Starmer, ils sont partants. Et Stubb, ce clone venu de Finlande, lui aussi, il est partant pour aller en guerre contre la Russie. Ils n'ont aucune idée de ce dans quoi ils s'engagent. Et c'est là que, vous savez, la Russie a été très ferme en répondant que la situation en est arrivée au point où même Sergei Karaganov parle ouvertement de devoir utiliser l'arme nucléaire contre l'Europe, pour leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer à nous menacer de cette façon, à nous menacer de guerre, sans en payer les conséquences. Ils doivent comprendre qu'il y a de vraies conséquences à payer. Vous savez, je ne vois pas Vladimir Poutine de lui-même emprunter cette voie. Mais la pression de l'opinion publique en Russie grandit, au point qu'elle pourrait exiger et soutenir cette approche. Medvedev a été très clair dans ses déclarations l'autre jour. Ce qui s'est passé il y a 2 jours en Ukraine, selon lui, ça devrait se reproduire tous les jours. Tous les jours, avec le même volume de missiles et d'attaques sur Kiev, jusqu'à ce que les Ukrainiens se rendent. Donc il y a une montée en puissance. Je pense qu'on arrive à un moment où la retenue mesurée disparaît et où la Russie va utiliser et même intensifier la force. Et la défense aérienne de l'Ukraine? Alors, qu'est-ce qu'ils ont exactement? Est-ce que c'est le système Patriot? Oui. Quel était le mot que tu as utilisé? Défense aérienne? Oui, ils en ont plus. Fini. Tu sais, le Patriot est un système efficace, surtout contre les missiles balistiques et de croisière. Il peut abattre quelques drones, mais pas beaucoup plus. Mais là, ils en ont plus. Tu vois, le système de défense aérienne des États-Unis, basé sur le Patriot, est à sec. Il tourne à vide. Donc ce n'est pas comme s'ils avaient un bon stock de réserve à déployer. Ils n'ont pas ça. Ils ont déjà puisé dans les stocks du PACOM, dans le Pacifique, pour essayer de renforcer les capacités dans le Golfe Persique et en Israël. En vain, parce que la plupart des missiles balistiques iraniens déjouent les PAC-3 américains, et aussi le système israélien David Sling. Larry, les drones que les Ukrainiens utilisent contre la Russie sont fabriqués au Royaume-Uni. Qui les produit? Ça, je ne sais pas. On a entendu des allégations. Certaines viennent du Royaume-Uni, d'autres d'Allemagne, de Pologne ou de Roumanie. Mais je n'ai aucune information solide qui me permette de dire « oui, c'est ce pays-là ». En revanche, les Russes, eux, apparemment en ont. Et comme je l'ai dit, ils ont prévenu les Européens que ça ne resterait pas sans réponse. Oui. Est-ce que vous imaginez un jour où la Russie attaquerait des bases américaines situées dans des pays européens? Si les États-Unis participent à une attaque qui tue des civils ou des enfants russes, comme ce qui s'est passé l'autre jour, avec des preuves claires de ça, oui. Dans ce cas, oui. Je pense que la Russie en a assez. De plus en plus de Russes en ont assez de ce qu'ils perçoivent comme la duplicité des États-Unis, qui permettent des attaques contre la Russie, tout en essayant de lui refuser le droit de se défendre. Le rôle de Starlink, Larry, en Iran, contre l'Iran et contre la Russie. L'une des principales raisons pour lesquelles ces drones ukrainiens peuvent frapper la Russie, jusque dans son propre territoire, c'est le satellite, enfin, cet accès à Internet fourni par Starlink. Et il devrait y avoir une forme de responsabilité
pour ceux qui apportent ce genre de soutien à ce que j'appellerais des actes terroristes de l'armée ukrainienne. Est-ce que ça va être discuté dans un cadre plus large, une perspective plus globale? Parce que si vous avez quelque chose comme Starlink et que vous le fournissez, c'est bien, c'est un Internet par satellite. Mais au final, si on peut s'en servir pour renverser des gouvernements, semer le chaos, provoquer d'énormes pertes, des civils tués par ce genre d'action, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Et qui en porte la responsabilité? What is that and who's responsible for that? Well, ultimately in this case, Elon Musk. Eh bien, vous savez, au bout du compte, dans ce cas, c'est Elon Musk qui en porte la responsabilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Russes ont la capacité de détruire ces satellites. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles ils ont hésité à le faire, c'est que cela les exposerait à une riposte similaire de la part des États-Unis. Maintenant, quand on entre dans une guerre spatiale, où chaque camp commence à détruire les satellites de l'autre, ça devient dangereux, parce qu'en supprimant ces satellites, on réduit les communications. Et sans communication, il y a plus d'inconnus, plus d'incertitudes, et donc un risque plus grand qu'une erreur, vous voyez, fasse tout dégénérer très vite. Ce qui est intéressant, c'est que le père d'Elon Musk, Errol, a déjà fait plusieurs voyages en Russie. Elon Musk's dad, Errol, he's made several trips to Russia now. Vous savez, j'étais avec lui il y a environ un an. About a year ago. And, he's been quite taken with it. Et vous savez, il s'y est vraiment intéressé. Alors, peut-être que les Russes espèrent pouvoir faire un peu de magie à travers Errol pour qu'Elon lâche prise. Mais vous savez, j'ai vu, il y a 2 ou 3 semaines à peine, que les Russes annonçaient avoir testé et déployé avec succès un nouveau système d'armes, plus performant, conçu pour détruire des satellites. Ils l'ont. Oui, c'est un signe pour Elon Musk. Oui, eh bien, vous savez, Elon se lance un peu dans un nouveau domaine d'activité. Aujourd'hui, quand on utilise un téléphone portable, on dépend forcément d'une antenne relais. Mais lui, il a acheté de la bande passante à une entreprise qui s'appelle EchoStar. Et en théorie, il pourrait proposer une nouvelle forme de téléphone mobile. Ce serait un système par satellite. Ce n'est pas comme les anciens téléphones satellites, vous savez, ceux qu'on pouvait acheter, mais qui coûtaient une fortune. À l'époque, seules les grandes entreprises ou les gouvernements pouvaient se les permettre. Mais maintenant, il parle d'utiliser le réseau Starlink pour gérer les appels téléphoniques. Tout à coup, plus besoin de se soucier d'avoir une antenne relais à proximité. Si votre téléphone se connecte à un satellite, vous pouvez aller n'importe où et rester connecté. C'est ça, l'avenir. C'est ce qui arrive. Et dans un tel futur, on entre dans un autre type d'application militaire, non? Réfléchissez-y. Aujourd'hui, avec un téléphone portable, on peut localiser quelqu'un grâce aux antennes. Mais si vous utilisez un satellite, on peut vous localiser n'importe où dans le monde. Ça pose des questions intéressantes en matière de sécurité. Je parle ici de sécurité personnelle. Larry, avec ce magnifique chapeau que tu portes, j'aimerais qu'on parle de Cuba, parce que c'est important. Il semble que Donald Trump, à mesure que le temps passe, et qu'il se rend compte qu'il ne peut rien tirer de positif pour sa position de la guerre au Moyen-Orient, va faire quelque chose contre Cuba. À ton avis, de quoi s'agirait-il? Aucune idée. Vous savez, si on envoie des troupes à terre, appelons ça une nouvelle baie des cochons, une bahia de los cochinos, et qu'on renverse le gouvernement en place. D'accord. Et après? Les États-Unis devraient alors prendre le contrôle de ce gouvernement. Très bien, mais est-ce qu'on va instaurer un régime militaire? Il faut vraiment qu'ils réfléchissent à tout ça, parce que du côté cubain, eux, ils y ont déjà réfléchi. Il y a encore des partisans fervents de Cuba et du communisme.
Cuba est né d'une guerre de guérilla dans les montagnes de la Sierra Maestra. Là-bas, ils ont encore des caches, des refuges, des dépôts d'armes et de munitions. Ils seraient capables de mener une guerre de guérilla contre les États-Unis. Donc, les États-Unis, vous savez, on arrive en se présentant comme des libérateurs et on va se retrouver attaqués. Et puis en étant attaqués, on va finir par riposter contre la population locale parce que ce sont des combattants de guérilla. Ils ne portent pas d'uniforme. Alors plus on tue de Cubains, plus l'opposition va grandir. Franchement, je ne pense pas que ces gens aient vraiment réfléchi aux conséquences. Ils veulent montrer leur force, faire passer un porte-avions, très bien. Mais affamer la population, leur imposer ce genre de sanctions économiques, c'est inhumain. Voyons ce qui va se passer. Et je pense que d'ici vendredi, on aura autre chose. Peut-être des nouvelles de... Oui, l'Aïd sera terminé, donc on saura si on repart en guerre avec l'Iran. Pour l'instant, comme je l'ai dit, l'armée, tous ces gars, l'armée de terre, l'armée de l'air, les marines, la marine, qui ont bossé comme des fous ces 3 derniers mois, eh bien la plupart ont eu un long week-end prolongé. Il ne restait qu'une petite équipe, juste pour surveiller s'il se passait quelque chose, mais rien de vraiment important. Donc, on verra bien. Oui, parce que, comme Larry l'a dit, il parle en ce moment d'un cessez-le-feu de 60 jours. Mais si les États-Unis veulent rester dans la région, près des frontières iraniennes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le même type de blocus. C'est le même genre de situation pendant ces 60 jours de cessez-le-feu, pendant que les négociations vont avoir lieu. Qu'est-ce que ça impliquerait? Je n'ai rien entendu de la part des États-Unis à ce sujet. Oui, alors on est à un jour près. Vous savez, c'est facile pour moi de suivre depuis combien de temps ça dure, parce que tout a commencé le dernier jour de février, le 28. Donc on a eu 31 jours en mars, 30 jours en avril, ça fait 61 jours. On est maintenant le 25 mai, donc ça fait 4,26, et si on compte le 28, ça fait 4,27 jours. Donc voilà, il suffit de faire la division. On en est, disons, à peu près à la 13e semaine. On approche de la semaine 13, donc dans quelques jours. On est donc à 12 semaines de ce conflit. 7 de ces semaines ont été marquées par un cessez-le-feu, et pendant ce cessez-le-feu, l'Iran a reconstruit ses capacités. Il y avait un site dont les entrées avaient été bombardées et fermées, un site de missiles. Il a été entièrement reconstruit, rouvert, prêt à fonctionner. Et puis, apparemment, l'Iran aurait reçu de la Chine d'importants missiles antinavires supersoniques. Je pense que le calcul de l'Iran, c'est que si les États-Unis reprennent les attaques, ils vont s'en prendre aux navires américains de manière plus coordonnée qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent. Donc voilà. J'ai dit ça. J'espère vraiment que cette guerre ne va pas repartir. Mais pour l'instant, Trump refuse toujours de prendre la voie de sortie. Oui, ils ont dit hier qu'ils avaient abattu un de ces drones de reconnaissance avec un nouveau système de défense aérienne. J'en avais jamais entendu parler avant. Ils l'appellent Arrache-Larker. Et ça, vous voyez, j'en avais pas entendu parler. J'avais entendu parler de Bolvar, de Meji, quelque chose comme ça. Est-ce qu'ils l'ont abattu? Oui, oui. Ils l'ont touché et ils l'ont fait tomber. Oui. On va voir ce qui se passe maintenant. Merci. Merci beaucoup, Larry, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très bien. Merci de m'avoir laissé garder mon chapeau. Mais je devais faire mieux que ta chemise aujourd'hui. Alors, mon duo chapeau et chemise doit surpasser ton choix vestimentaire fantastique. Merci beaucoup, Larry. On se voit vendredi. Très bien, mon ami.
Je sais que tu vas être bien occupé cette semaine et je te suivrai. Continue comme ça. À très bientôt. Keep it up. See you soon. Au revoir. D'accord, au revoir.